À toi le floor. Ça marche. Bon, bah, bonjour à tous, hein. Merci d'être là pour ce flash talk. Je vais vous présenter les installations techniques dans le cadre du projet Totri. Donc, euh, le projet Totri, l'acronyme, c'est Total Available Water for Tree. C'est un projet financé par l'ANR et porté par Nicolas Delpierre, qui fait partie de l'Université de Paris-Saclay. L'objectif, c'est de quantifier la ressource totale utilisable en eau pour les arbres avec des approches de mesure écophysiologique, géophysique, remote sensing, donc satellitaire, et de modélisation à l'échelle de la parcelle et jusqu'à la France. Dans le projet, il y a 4 sites locaux, donc 2 dans le nord, 2 dans le sud. Donc on a Puchabon et Fontblanc qui sont dans le sud, et on a Fontainebleau et FRS donc qui sont plus orientés dans le nord. Donc nous, on intervient sur le site de FRS, et c'est du site là que je vais vous parler. Donc la question, l'interrogation, c'est comment est mesurée l'eau totale utilisable dans le sol? Ben, on a l'approche directe avec la instrumentation avec des mesures d'humidité du sol et des piézomètres jusqu'à 4,50 m. Aujourd'hui, on est sur des profondeurs classiques plutôt à 80 cm dans le cadre du réseau ECOS. Et on a ensuite l'approche indirecte numéro 1 avec des mesures géophysiques et sur la conductivité électrique du sol, et une approche indirecte numéro 2 qui vont être complémentaires pour réaliser des mesures à travers des arbres instrumentés, donc équipés de flux de sève et de landromètres. Mais avant tout ça, avant de mesurer, ben, on a besoin de réaliser le choix des emplacements et des installations électriques nécessaires pour pouvoir opérer tout ça. L'emplacement du dispositif de mesure, on est en forêt de S, hein. Au sein du réseau ECOS, on a 4 placettes instrumentées autour de la tour qui est au milieu. Et on a décidé de se mettre sur un axe stratégique avec les vents dominants qui arrivent du sud-ouest, et donc sur les placettes numéro 1 et numéro 2, et également en corrélation avec l'hétérogénéité du sol qu'on peut avoir autour de la tour. Donc on a une description partielle du sol sur la carte ici, avec une définition en fonction des profondeurs de ce qu'on va pouvoir trouver. Donc, la mise en place des coffrets instrumentés, on a le premier coffret qui va se situer sur le profil 1, donc le profil du sud-ouest, qui se situe environ 90 mètres du bungalow. Les bungalows, ils sont situés là au niveau de la tour à peu près. Et le second coffret qui se trouve lui à une distance plus courte d'environ 60 mètres, hein, dans les coins là. Donc, pour la partie électrique, il a fallu faire un choix, et au niveau de la chute de tension sur des distances aussi longues en fait. Donc, en longueur de câblage, je suis parti sur du 100 mètres. Il me manque 1 kilomètre là. C'est 0,1 km, ouais, c'était. Et du coup, j'avais une chute de tension de 2 volts et demi pratiquement. Donc, du coup, là, il fallait partir sur non pas du 12 volts comme classiquement, mais partir avec un départ d'alimentation en 24 volts secouru pour avoir une conversion 12 volts dans le coffret. Pour la partie réseau, ben, on a choisi un passage en fibre optique parce que l'avantage, c'est qu'on a une limitation des interférences et on n'a pas de perte de signal sur la distance. L'inconvénient, ben, c'est qu'il a fallu rajouter un convertisseur Ethernet fibre optique et une conversion en plus du 12 volts vers le 5 volts. Là, on a l'enfouissement de la gaine qui s'est fait les différents coffrets. Donc, un coffret en particulier. Là, la difficulté, bah, ça a été le passage racinaire, mais surtout lors du passage du cap sur une distance pareille, en fait, il faisait un certain poids. Et en fait, le tire-fil en nylon qu'on a au sein de la gaine, il a cassé à 2 reprises, parce qu'on a quand même essayé de tenter une deuxième fois au cas où. Et on a dû finir avec du câble d'aubanage pour la fin du, du tirage de câble jusqu'au bungalow. Donc ça a été une des premières difficultés. Et donc, une fois que les coffrets ont pu être alimentés, on a eu pour la partie étude des emplacements, la partie géophysique dont je vais vous parler maintenant. Donc, la géophysique, les géophysiciens de l'Université de Paris sont passés avec ce qu'on appelle un CMD. En fait, c'est une perche avec un champ magnétique qui est produit à enfin, aux 2 extrémités. Le champ magnétique, il va avoir un champ magnétique induit par rapport à ce qui va se trouver dans le sol. Et en fait, ils ont parcouru
une partie de l'enclos et même l'extérieur de l'enclos de la forêt de Hesse sur nos zones d'intérêt pour voir quel type comment réagissait le sol vis-à-vis du champ magnétique. Donc, on a une cartographie ici avec deux plots qui ont été faits, un plan assez homogène et un plan ici où on a une disparité au niveau du sol. Couplé à cette, à cette mesure, on a donc la mesure de résistivité du sol qui entre en jeu, avec le profil qui a été mis, oh, pardon, je n'ai pas mis tout à l'heure, mais le profil qui a été, donc on a fait le choix d'avoir un profil ici et un profil là, donc le profil qui est réparti sur la partie homogène et un profil qui est réparti sur la partie plutôt hétérogène. Ce profil, il est réalisé par un système de mesure de résistivité tomographique. Donc, le principe de mesure, c'est qu'on a une source de courant qui est connue, appliquée sur deux électrodes, et on va avoir une mesure de tension, donc de différence de potentiel, avec deux autres électrodes. Et ça, sur le profil, en fait, on a plein d'électrodes, et donc du coup, on peut faire varier la source de courant sur quelle électrode on va l'appliquer, et la différence de potentiel également, qui va nous permettre avec la loi d'Ohm d'avoir une cartographie de la résistivité du sol. Cette cartographie, elle se présente sous la forme là. Donc là, sur le premier profil, on voit que, comme la carte de sol ou même la carte du CMD de tout à l'heure, avec une différence spatiale sur la longueur, avec une résistivité qui est beaucoup plus faible ici que là. On a une résistivité qui en surface est très faible. Et là, du coup, on descend jusqu'à 4 mètres. Pour le deuxième profil, donc, qui est de l'autre côté, on descend également jusqu'à 4 mètres et on voit que la résistivité du sol, elle est assez homogène. Et toujours cette résistivité en surface qui est très faible, très élevée, pardon. Donc la résistivité du sol, elle va dépendre de plusieurs caractéristiques. D'une part, ça va être la teneur en eau, et d'autre part, la caractérisation du sol avec la texture, la porosité, le type de sol. Donc, le complément des mesures géophysiques, c'est là où nous, on est intervenu, hein, parce que, comme j'ai dit, les mesures géophysiques, c'était les géophysiciens de l'université de Saclay. Donc, nous, on a contribué avec l'installation de mesures d'humidité du sol avec 3 sondes d'humidité du sol équipées de 8 capteurs chacune avec une profondeur descendant jusqu'à 4,50 m, deux capteurs piézomètres de hauteur de nappe qui descendent jusqu'à 5 mètres et 5,25 m pour voir justement les nappes profondes, comment elles évoluent. Parce qu'on sait à est-ce qu'on a une nappe perchée, mais en profondeur, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis, on a eu les arbres instrumentés en plus, avec l'équipement de 20 capteurs de flux de sable, donc sur 20 arbres, et 12 entremètres automatiques qui ont été mis en place. Donc, je vais commencer par vous parler de l'équipement des 20 capteurs de flux de sève. Donc, les capteurs de flux de sève font partie des arbres instrumentés, donc vont permettre de donner la quantité d'eau transpirée sur la saison avec une estimation minimale de la disponibilité en eau. Donc, on a 10 capteurs de flux de sève par profil, sachant qu'on a deux profils, ça fait donc 20 capteurs sur les arbres positionnés sur les arbres dominants et codominants le long du profil. On a un premier résultat ici qui nous appelle, enfin, juste sur un petit focus qui est sur quelques jours, on voit bien la répartition des différents arbres. On a les dominants, codominants et sûrement une différence entre les espèces qui va dépendre de la météo et puis de la ressource en eau disponible dans le sol. Donc, ces variabilités-là, voilà, vont dépendre de ces paramètres. On a la cinétique journalière, donc là, avec des flux de transpiration qui peuvent aller jusqu'à 60-70 litres maximum par jour. Et on voit également avec les différentes espèces que le chêne, il a tendance à moins utiliser d'eau apparemment que le hêtre. Donc, c'est des paramètres qui sont assez importants parce que bah, voilà, 70 litres d'eau par jour par arbre, ça commence à faire un peu sur le peuplement, quoi. D'un point de vue bilan, on a eu 5 mois de mesure. On est passé d'une exploitation possible de 20 capteurs à 7 capteurs, hein. C'est la courbe qui est donnée là. Donc, c'était fait en partenariat avec Damien Bonal pour l'exploitation. Donc, sur la campagne, on a eu un total de 16 capteurs HPS en fin de période. Les dégradations, bah, il y a eu de la dégradation où des capteurs étaient inutilisables dès l'achat. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent apparemment lors de la confection. On a également eu des capteurs qui sont tombés en panne pendant la période de mesure, suite à des coupures de courant qu'il y a eu, où j'avais pas encore secouru le dispositif, et donc du coup, on a eu une dégradation du capteur.
qui repartaient pas de la même manière que juste auparavant, que le chauffage soit encore effectif. Et il y a eu également des capteurs qui ont été dégradés directement dans l'eau biais, très sûrement, parce qu'une fois qu'on avait remplacé les capteurs, la mesure était repartie. Et pendant l'hivernage, ben voilà, on a eu des retraits des capteurs des arbres parce que c'est ce qui permet de pouvoir les réutiliser l'année d'après. Et en fait, si on les laisse pendant l'hiver, régulièrement, les capteurs sont inutilisables pendant la prochaine saison de végétation, quoi. Donc un total de 16 capteurs HF, ça en fait pas mal. Donc du coup, pour parler d'un point de vue chiffrage, voilà, on avait commandé une trentaine de capteurs pour un budget de 6 000 euros. Financé juste pour l'année 2024, voilà, on a eu une dégradation de 16 capteurs, hein, environ 200 euros le capteur. Ça nous fait la moitié du budget déjà qui est parti pour une première année de mesure sur 5 mois. L'étude envisagée pour 2025, c'est éventuellement de reconfectionner les capteurs à partir de ceux qui sont HS, parce que les capteurs, ils sont euh, réalisés à l'aide de deux aiguilles, une chauffante et l'autre non. Et dans tous les cas, ils ont la même technologie. Le fil chauffant est autour des deux, c'est juste qu'on décide de le chauffer ou non. Et potentiellement, on pourra en refaire avec deux HS, un utilisable à nouveau. Donc voilà pour la partie mesure flux de sel. Je vais passer sur la partie mesure d'humidité du sol. Donc, le choix des capteurs, c'était trois sondes Centec de marque Enviroscan. L'avantage, c'était qu'ils étaient déjà présents au sein du réseau ICOS, pas sur notre site, mais au sein du réseau européen, hein. Ils étaient déjà présents au sein du réseau Totri avec les collègues de Fontainebleau, justement, qui en avaient déjà d'installés chez eux. Et l'avantage de ces capteurs, en fait, c'est qu'on a une limitation des voies sur la centrale, puisqu'on passe en SDI 12 pour le signal, et du coup, on peut récupérer l'information des 8 capteurs directement. Le tarif de la prestation pour la pose des trois équipements, du coup, on est à peu près à 9 600 euros hors taxe, donc 3 200 euros pour l'installation d'un des capteurs. Pour la mesure d'humidité du sol, toujours, on a dû établir un cahier des charges de forage parce que c'est des capteurs qui sont positionnés avec un forage uniquement et non pas avec des fosses, contrairement au TDR. Les critères principaux pour l'établissement du cahier des charges, bah, c'était la description du sol qu'il nous fallait. Il nous fallait pas de remontée de boue avec le carottage. En général, les carotteuses peuvent être utilisées avec de l'eau, mais nous, on voulait pas que les boues de profondeur remontent en surface et polluent, altèrent le sol en surface. Et puis, on voulait une présence coordonnée des sociétés parce qu'en fait, il fallait faire un forage le plus vertical possible. Parce que si le forage n'était pas vertical, l'insertion de la sonde n'était pas possible. Voilà. On a eu deux sociétés qui ont répondu au cahier des charges qu'on a pu fournir une fois qu'on les avait sollicités sur les mêmes critères, hein. Donc, il y a eu une société qui nous a proposé un forage par carotteuse, l'autre à l'eau. Ça partait déjà un petit peu mal par rapport à l'eau à cause des remontées. Et puis également au niveau du tarif, hein, on a choisi la société qui était plus compétitive, pardon, qui avait une réponse au cahier des charges qui était OK, et puis pas de remontée de boue en surface, donc c'était très bien. Et puis plus, bah, c'est qu'elle était déjà présente lors de l'installation de la nouvelle tour auparavant. Et du coup, même si ce n'étaient pas les mêmes personnes qui connaissaient les lieux, ils avaient au moins un historique dessus. Ensuite, on a réalisé un établissement du plan de forage. Donc, c'était par où devait passer la foreuse, en fait. Donc, avec une matérialisation et un positionnement des forages par rapport à nos zones d'intérêt et les repérages des passages privilégiés avec, du coup, un photoreportage qui permettait de définir s'il y avait des arbres à abattre, les passages privilégiés pour limiter également l'impact sur la forêt et au niveau du sol. Donc, le forage, il s'est passé avec une foreuse de ce gabarit-là. Donc, il y a eu au total trois forages pour les Centec et deux forages piezo. Pendant le forage, on a récupéré les carottes jusqu'à la profondeur qu'on pouvait parce que c'était un carottier qui a été utilisé. Et en fait, après, pour les profondeurs plus importantes, ils sont passés sur une fraise de forage directement. Et donc là, vous avez une partie seulement de la sonde Centec avec les deux collègues qui ont assisté à la préparation du forage. Euh, avec la partie communication en haut et puis les capteurs qui sont ensuite disposés tout du long de la canne. Le forage a été également l'occasion de réaliser par Joseph Le Villain une corrélation entre les types de sols rencontrés pendant l'inspection au CMD et
ce qu'on a pu rencontrer justement pendant le forage de façon réelle. Donc du coup, il nous a permis d'avoir une description du sol aux différents emplacements pour les trois Syntec et savoir dans quelle structure de sol, texture on allait se retrouver. Au niveau du choix des capteurs pour les mesures de hauteur de nappe qui vont être complémentaires au sein de l'unité du sol, on est parti sur ce qui est déjà utilisé au sein du réseau ECOS avec des capteurs CS451 qui sont également en communication SDI 12. Donc l'avantage, c'est à nouveau qu'on n'utilise pas de voie complémentaire sur la centrale d'acquisition. Les pieds de veau, ils ont été positionnés dans des forages qui ont été réalisés comme ceci, avec un tube PVC qui a été crépiné sur 2,3 mètres de haut, une partie pleine ensuite, un massif filtrant mis autour du forage et une bétonite sur la partie haute pour éviter justement qu'on ait des infiltrations d'eau de surface qui redescendent trop rapidement dans le sol et avoir des mélanges entre ce qui se trouve en surface et dans le sol trop rapides. Voilà pour les aspects de mesure d'humidité dans le sol. Sur la partie des arbres instrumentés, du coup, au niveau d'andrométrie, on a choisi des capteurs modèle DRS 26 avec une liaison SDI 12. C'est des capteurs de dendromètre automatiques. L'avantage, c'est qu'ils sont validés par la communauté ICO, hein, le réseau de recherche, et ils ont une haute résolution. On en a, on en aura 6 par profil et donc 12 capteurs au total. La répartition le long des profils, vous l'avez ici avec les arbres qui sont entourés en noir. Et donc, du coup, le long du profil de mesure ERT, on s'est placé également sur des arbres qui sont dominants, codominants, mais pas seulement, parce qu'en fait, pour répondre aux prérogatives ICOS, en fait, il fallait qu'on choisisse également des plus petits arbres avec une classe de diamètre inférieure. Donc, du coup, notre répartition a été validée par ICOS. Donc, ça, c'est le point positif. Et donc, du coup, l'installation, effectivement, elle va être à venir en 2025. Ensuite, pour passer sur la partie câblage des coffrets d'acquisition, donc le schéma de câblage de la CR 1000X qui est utilisé, c'est le suivant. On a les capteurs de flux de sève qui vont être positionnés sur les, les entrées. Les entrées single-ended qui se trouvent ici. Et on va avoir une commutation du chauffage des capteurs de flux, des capteurs de flux de sève qui est possible si jamais la tension de batterie descendait en dessous de son seuil limite de fonctionnement pour pas dégrader la batterie. Et également, pendant l'hiver, si on veut se mettre en hivernage, on peut déconnecter simplement cette borne et arrêter le chauffage ou en tout cas la partie alimentation qui arrive sur les connecteurs. Ensuite, on a la partie SDI 12, hein, ça se traduit en simplement trois fils, un fil d'alimentation, un fil de masse et un fil de signal, où toutes les infos vont transiter. On a l'arrivée en 12 volts ici, et puis la partie Ethernet qui arrive là. L'armoire d'acquisition, elle se présente sous la forme là. On a un convertisseur Ethernet que j'ai positionné sur le haut avec la fibre qui passe sur le côté, l'Ethernet qui redescend sur la centrale d'acquisition. On a les boîtiers qui permettent d'alimenter les capteurs de flux de sève pour réaliser le chauffage. J'ai mis en place un thermostat de chauffage avec une résistance chauffante également dans le coffret pour limiter les effets de condensation et essayer de garder justement le système le plus au sec possible pour éviter les phénomènes de corrosion sur les différents borniers. Là, on a une carte de connexion SDI 12 sur le côté parce que oui, on n'a qu'un port ici, mais je ne vais pas pouvoir câbler toutes mes sondes dessus. Et du coup, là, j'ai déporté mes arrivées sur le côté à ce niveau-là, quoi. Les coffrets d'acquisition, ils ont été positionnés donc au milieu des transects, enfin, au milieu des profils, hein, au milieu du profil 1 et du profil 2. Donc, comme dit précédemment, à 90 mètres de la tour pour celui-ci et une soixantaine de mètres pour celui qui est là avec les différents arbres équipés de flux de sève en jaune ici. Et en bleu, ici, on va avoir les deux piezo, et puis en jaune encore en petit carré, je ne sais pas si vous voyez, à ce niveau-là, et à ce niveau-là, ici. Et là, les sondes Enviroscan, et donc du coup, on voit qu'on est bien réparti spatialement sur l'hétérogénéité du sol ici, et ici, comme on est plutôt homogène, voilà, on s'est mis au milieu.
Pour voir sur le terrain à quoi ça correspond, j'ai mis une petite photo ici avec le piézomètre qui va se trouver là, le profil de mesure ERT qui se fera de manière systématique à cet endroit-là, avec des électrodes qui sont positionnées dans le sol de façon pérenne pour la durée du projet. La mesure de flux de sève qui se fait à ce niveau-là, le coffret d'acquisition qui est là, et donc le profil ERT qui fait une cinquantaine de mètres. Donc là, on a qu'une partie en visualisation, et la sonde Enviroscan qui va se trouver vraiment à proximité, quoi. Une autre figure où là, on voit le profil en lui-même disposé ici avec l'équipement qui permet de faire justement la génération de courant et la mesure de différence de potentiel image de la résistivité du sol. Les mesures de flux de sel qui sont effectivement à proximité, le coffret également, et puis la mesure Enviroscan qui se fait effectivement bien le jour. En conclusion, bah, ce qui va être à suivre, ça va être d'installer les dendromètres pour 2025, de valider les mesures des sondes Enviroscan. Donc là, les équipements sont installés, on a commencé les premiers enregistrements, mais on n'a pas encore réalisé le suivi et l'analyse qualitative des données pour le moment. Il va falloir également suivre les piézomètres parce qu'il y a une différence de mesure entre les mesures manuelles et les mesures automatiques. Donc, il faut que je voie à quel niveau se situe le problème. Donc, je vais tout reprendre au niveau des différentes mesures et revoir éventuellement l'investissement financier sur les mesures de flux de sève sur la durée du projet parce que voilà, on était déjà à 3 000 euros pour 5 mois. Si on doit en mettre autant tout le long du projet, ça va pas forcément être possible. Et donc, ça sera à voir en fonction de ce qu'on arrive à récupérer comme capteur en utilisant deux pour un, quoi. Voilà. Merci pour votre attention. J'espère avoir été clair. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Merci. Des questions? Pas de questions. C'est un Pas de projet qui questions. part sur combien de temps? Un projet qui est parti sur 4 ans, là, du coup, de 2024 jusqu'à 2028. Donc, on a déjà entamé une année avec ça. Il y a Mathias qui a une question. Oui, merci Alvin. Très cool les installations. Je me demandais, tu as une idée pourquoi le chêne, il a si petit de subflow par rapport au hêtre? Alors, je me suis posé la question, j'ai pas la réponse comme ça, mais comme la mesure sur le hêtre et sur le chêne au niveau de l'épaisseur de l'écorce, on n'est pas tout à fait pareil, il se peut que du coup l'interprétation du résultat soit un peu différente, ou Est-ce bien que c'est tu peut-être sais, vraiment ce qu'on ouais. peut avoir par rapport à la transpiration de l'arbre en lui-même et du coup à sa réponse physiologique en fait, je sais pas. Est-ce que il était parce que les chênes, ils n'ont pas beaucoup du sève, tu vois, non, je ne sais pas, de sève root, tu vois, c'est qu'une petite partie qui conduit l'eau. Mhm. Alors, les sondes crâniers, ils sont assez profonds, je pense 4 centimètres ou un truc comme ça. Alors, ils sont plus grands que le sève-boot. Et normalement, il y a une correction à faire, ils appellent ça le clear water correction, que tu mesures en fait la moitié de ton sonde, c'est dans le bois mort, quoi, ou de D'accord. hardwood. Est-ce que cette correction a été faite et c'est avec ça ou est-ce qu'il sait encore à faire, hein? Sur cet aspect-là, je pense que comme c'est Damien Bonal qui a géré le suivi des flux de sève, je pense qu'il l'a fait si ça existe, mais ça serait à reconfirmer avec lui, effectivement. On peut en parler. Merci. D'autres questions? Bon, ça devait être clair comme de l'eau de roche. Mathias, Mathias, tu as relevé la main ou c'est celle de tout à l'heure? Non, c'est la nouvelle, hein. Ouais, je trouve quand même intéressant, quoi. C'est mon des questions. Tu as dit il faut valider l'enviroscan. L'enviroscan, c'était
l'eau dans l'eau profonde, non? Là, c'est sans Oui, c'est le. ça. C'est les sondes de mesure d'humidité relative dans le sol jusqu'au 4,50 m. Et Donc, comment tu veux le valider, en fait? bah, comparer déjà quand on est à 100% de ce qu'on peut voir par rapport à la hauteur de la nappe, quand elle est atteinte ou pas, par rapport aux différents capteurs placés le long de la sonde, et également intercomparer avec les mesures qui sont enregistrées pour les profondeurs superficielles jusqu'à 80 cm avec les valeurs déjà dans ICOS. Parce Mais que ils sont assez différents, non? on Un n'est pas profil à placé, on n'est pas l'autre. positionné au même endroit, effectivement, mais comme on est censé être représentatif, ça doit donner quelque chose qui devrait au moins se rapprocher, en tout cas. Et est-ce que les sondes, ils étaient calibrés pour le sol de S? Alors, elles sont calibrées en usine et normalement, les facteurs de calibration qui sont utilisés ce type de sonde, ils sont suffisamment large, entre guillemets, au niveau de l'incertitude, en tout cas, pour que s'ils doivent être modifiés par rapport au type de sol qu'on a, on n'ait pas un si gros écart que ça. Après, ça va Parce que dépendre, c'était quand effectivement. même des sols assez différentes, là. Tu as dit argilo-limeux, Ouais. limeux Mais, sableux. les Est-ce que. coefficients employés, en fait, ils sont positionnés sur une gamme intermédiaire, on va dire, par rapport aux résultats. Et du coup, si on a une dérive par rapport à ça, on est décalé, mais de, enfin, ça dépend jusqu'à quel point on veut être quantitatif, mais ouais, faut voir justement à combien on est. Mais si on veut faire une calibration directement, le problème, c'est qu'on peut pas retirer les sondes parce elles descendent jusqu'à 5 mètres. Et en fait, la torsion qui serait exercée pour pouvoir les retirer serait trop importante pour pouvoir le faire. Donc, entre guillemets, l'idée, s'il fallait le faire, ça serait de recreuser une fosse à côté et de pouvoir faire des prélèvements en direct jusqu'à 5 mètres et de voir ce que ça donne, quoi. Mais voilà. Mhm. Ok, on ne peut pas le calibrer avant d'installation. Je ne sais pas comment ça marche. On est parti sur la calibration d'usine. Après, on aurait pu le faire effectivement, mais du coup, il aurait fallu un peu plus de temps que ça. Il y a Émilie qui veut peut-être réagir, je ne sais pas. Ou c'est une question. Ouais, c'est plus une réaction. En fait, c'est un peu problématique ces histoires de calibration de sondes. C'est juste pour ajouter par rapport à ce que tu as dit à Aline que Joseph a prélevé des échantillons de sol à différentes profondeurs et donc on va les faire analyser. Et l'idée c'est que ça nous donne une idée un peu plus précise de la texture du sol et qui nous permettra de prendre des calibrations usines qui sont données, mais on peut ajuster un peu les paramètres. Mais ça pas D'accord. satisfaisant. Et la réponse à la question de pas pourquoi pas l'avoir fait avant, en fait, c'est parce que c'est vraiment très lourd et on a plutôt fait confiance. Donc Daniel Berveillé avec Nicolas, ils ont essayé et ça marchait pas trop bien et ils étaient relativement satisfaits des résultats à Barbeau, du moins sur la variabilité. Mais sur S, je sais pas trop et c'est un vrai problème, Mathias. Comme tu as dit, on a des types de sols différents. Et donc, si on veut comparer les valeurs absolues des mesures qu'on va avoir sur les deux types de sols, si on n'a pas complètement confiance dans nos sondes, et voilà. Mais j'ai pas la réponse à ça. Je sais pas comment on peut faire mieux. Dans les médias. Voilà. Pascal. Ouais, pour être précis, c'est extrêmement lourd la calibration en fait. C'est lourd et ingrat. Et en fait, c'est quelque chose qui aurait dû être fait avant le démarrage du projet, pour que ce soit réaliste, parce qu'en fait, il va y avoir un séchage. Ouais, ça coupe Pascal. On t'a perdu. C'est mon téléphone qui capte pas assez bien Ouais. dans le labo. Et l'alternative Effectivement. n'existe pas. Et enfin bref, ça aurait été extrêmement long. Et en plus, ça demande à bien connaître la sphère d'intégration des capteurs.
qui elle-même dépend du type de sol. Ça se mord la queue. Bref, c'est quelque chose qu'on sait qu'on ne peut pas bien faire dans l'absolu, que de façon pratique est super long. Oui, c'est théoriquement très nécessaire, mais en tout cas, enfin, ça aurait été hors projet, quoi. Ça aurait été avant pour que pouvoir que ensuite le sol en place, là où elles sont installées, ait le temps de se stabiliser, pour faire des mesures valables sur place, et on les veut le plus tôt possible. Donc ouais, là, cette Et, question-là se posait très 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 en amont en fait, hein. et Pascal, Alvin, est-ce que vous pensez que ce serait seulement possible de faire parce que la calibration sur les profondeurs, sur les horizons superficiels, ça oui, mais sur les horizons profonds, ça aurait, parce que pour là, il faut faire une fosse pour extraire du sol de manière structurée et pour garder la structure du sol, et sauf que une fosse à 5 mètres de profondeur, ça me semble, vu Là, le c'est une sol qu'on fosse a très large. trouvé pendant les forages, ouais, mais tu vois, même pendant les forages, après 3 mètres, c'était la galère pour forer. Bah, les forages, je pense, ils doivent un peu compacter, mais euh, mais une fosse, c'est la place qu'il faut, hein. Une pelleteuse, voilà. Mm. Moi, j'avais été prélevé dans des trucs qui faisaient 3 mètres de profond, bah, il était très large. Bah, si on veut aller prélever à 5 mètres de profond très proprement, sans compacter, bah, ça veut dire qu'on fait un trou très large. Et oui, c'est tout à fait possible. C'est juste que c'est le boulot après qui va être de toute façon lourd et incertain. Moi, le seul truc qui m'inquiète là dans les gammes de calibration qu'il y a eu, c'est que quand on regarde la notice constructeur là, sur les paramètres qui permettent de calibrer le signal en fonction du type de sol, les gammes sont pas très larges et c'était que des sols agricoles et finalement les résultats sont assez différents d'un type de sol à l'autre. La sonde est quand même très sensible. C'est pas une surprise, mais c'est sensible. Donc oui, il y a du boulot pour regarder l'erreur qu'on fait sans calibrer et où est-ce qu'on en est, quoi. Mais il y a plein d'écoles différentes hein, sur la calibration des sondes d'humidité d'un point de vue pratique. Caroline s'est positionnée différemment de ce qu'on avait fait avec Bernard. À Orléans, il y a des gens qui sont positionnés encore différemment. Donc, quand on est sur un sol agricole, on se permet un peu plus de reconstituer la densité connue du sol que d'essayer de la préserver. Dans tous les cas, il y a toujours un truc qui cloche, même si ça permet d'être un peu plus adapté et que sur le principe, ça devrait être indispensable, mais c'est extrêmement lourd en soi, quoi. Je pense qu'en termes de niveau absolu, on va se reposer aussi sur les sondes à neutrons, hein, sur les vieilles mesures de sondes à neutrons et on va regarder où est-ce qu'on en est, quoi. Tu vois, de même problème que sur les données avant 2010 et après 2012 où on a un décalage énorme. On va faire la même chose avec les Syntec. Parce que Pascal me disait qu'on a des sondes à neutrons, des mesures de sondes à neutrons dans les deux types de sols dans lesquels on a des Syntec, même si on n'est pas exactement au même endroit. Bon, merci à tous. Hein. Merci à vous pour votre écoute. Oui, on se retrouve la semaine prochaine. Abdoulaye nous parlera des systèmes racinaires de la goussule, si ça vous intéresse. Ça Et je vais envoyer un mail. Et puis inscrivez-vous pour les prochains, hein. Il y a de la place dans le planning. Ok, Ça Bon marche. après-midi à tous. Merci bien. Bon merci après-midi. beaucoup. Merci Merci beaucoup. Alvin. Salut. Merci Aline. Merci, ciao.